Pourquoi j'ai tout quitté pour partir seule en Australie? Et spoiler, c'est la meilleure décision que je n'ai jamais prise. Alors, là, pour te dire tout de suite ce qui va se passer dans ce podcast, je vais te parler en premier de ce que j'ai vécu, ensuite de ce que j'ai compris, et ensuite de ce que toi, tu peux faire pour prendre des bonnes décisions pour ta vie. Allez, on rentre tout de suite dans le sujet de ce premier épisode. Alors, pour être honnête, je ne suis pas entièrement zen à tourner cet épisode, même si c'est un projet depuis que j'ai longtemps. C'est vraiment la découverte, le format podcast. Et ça y est, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut se lancer. Donc c'est parti. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de te parler un petit peu de mon parcours, que tu comprennes d'où je viens et de te dire, voilà, qu'est-ce qui m'a amené à partir 1 an en Australie alors que j'ai 3 enfants et que forcément, c'est pas forcément le parcours qu'on attend euh, d'une famille, en fait. Quand on a une famille, on se voit plutôt posé à un endroit et pas à parcourir le monde. Moi, j'ai fait le chemin un petit peu inverse. Pour revenir un petit peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2023? Je me suis pris uppercut sur uppercut. La vie s'est chargée de me réveiller. Comme je n'arrivais pas à le faire toute seule, que je choisissais un chemin qui était tracé pour moi, mais que je n'avais pas choisi de mes propres décisions, on va dire. J'ai suivi vraiment le modèle familial, ce qu'il m'avait indiqué, l'entreprise familiale, le chemin. Vraiment, je suis restée dans le moule qu'on m'avait donné et je n'ai jamais cassé le moule, cassé les codes. En tout cas, sans parler de cassure, je me suis jamais dit que je pouvais faire quelque chose de différent. Le truc, c'est que y a un moment donné où il faut suivre son propre chemin, il faut oser prendre des risques, il faut oser aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est mon mood d'oser, de ne pas avoir de regrets, mais pour en arriver là, il a fallu d'abord prendre quelques claques. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Il a fallu que j'enchaîne les moments assez compliqués, assez difficiles, et puis que je passe à travers ça. Donc entre 2018 et 2023, il y a eu des moments assez compliqués. Le premier, ça a été une grossesse. Ça a été une 3e grossesse qui n'était pas désirée, avec un enfant qui n'était pas de mon conjoint. Voilà, à dire ça comme ça, c'est assez délicat. Ça parle de sujets de couple, de sujets assez tabous. Je pense que j'y reviendrai dans un autre épisode. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, à me dire des sujets que vous souhaitez développer. Parce que depuis ce temps-là, j'ai quand même pas mal travaillé sur ces différents points, rencontré aussi beaucoup de monde. Mais en tout cas, 2018, ça a été vraiment l'électrochoc en me disant que je ne me connaissais pas, que je ne connaissais pas mes valeurs. Enfin, en tout cas, j'avais les valeurs qui m'avaient été inculquées, mais j'ai eu toute une remise en question qui est partie de là, de ce moment-là, et qui a fait la femme que je suis aujourd'hui, même si c'est un moment pas très agréable à vivre. Je ne me serais jamais intéressée au cycle, je ne me serais jamais intéressée au fonctionnement des femmes, à tout ça, si je n'avais pas eu cet événement-là. Donc je le remercie aujourd'hui, a posteriori, et 8 ans après, ce qui fait quand même un sacré moment. Donc début des hypercutes, ce moment où je vois qu'il y a toute une remise en question sur qui suis-je, qui s'est enchaîné avec le 2e gros événement en 2020, le décès de mon père. Le décès de mon père, comme toute personne, quand on a un proche qui décède, ça vient travailler, ça vient remuer. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus d'être un proche et d'être un parent, c'était aussi mon patron, c'était aussi mon mentor, c'était lui mon guide dans tous les pans de ma vie, malgré les désaccords qu'on pouvait avoir sur certains endroits. En partant, il a fait s'effondrer tout mon monde, une 2e fois, 2 ans après, sur pas mal de choses. Et dont l'aspect entrepreneurial. Et il a fallu encore une fois remonter les manches, se relever, avancer, prendre des décisions sans avoir aucun aval. Ça a été une autre étape assez importante, mais qui m'a permis de plonger encore un petit peu plus loin dans les recherches que j'avais mis en route
en 2018. Dernière étape, ça a été la séparation. La séparation avec mon partenaire. Bon, ça faisait 12 ans qu'on était ensemble, donc il y avait 3 enfants, mais ça faisait 8 ans que c'était compliqué. Et donc pareil, encore une fois, au lieu de laisser les choses traîner, il a fallu prendre une décision. Et donc nos routes ont divergé. Ces 3 événements-là qui sont enchaînés sur quelques années m'ont laissé un petit peu perplexe sur qui je souhaitais devenir. Même pas de qui j'étais, c'est qui je souhaitais devenir, où j'en étais dans ma vie, qu'est-ce que j'allais construire, qu'est-ce que j'avais construit. Tout un tas de questions dites à demi-mot, voilà, parce qu'il n'y avait pas encore toute la conscience. Et donc il a fallu faire step by step, petit à petit, se repositionner et commencer à créer ma propre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai pu rencontrer des personnes, j'ai ouvert la porte à d'autres personnes, à d'autres mentors, qui ont pu me donner des petits points, à un moment donné, de repère. Et le premier point de repère que j'ai eu, c'est le moment où j'ai décidé de partir au Japon. Voilà, j'ai vécu 1 an toute seule, avec une garde alternée pour mes enfants. Et il y a un moment donné où il y a eu cette opportunité, cette possibilité, on va dire, qui s'est ouverte devant moi de partir au Japon. Sachant que le voyage, ça a toujours été un rêve, mais qui était pour moi un rêve inaccessible. Je me suis, ce coup-ci, engouffrée dans le rêve en disant on ne sait pas ce que ça va donner et je vais pouvoir vivre ma best life de nomade digital, vu que j'étais entourée de ce genre de personnes. Et voilà, banco, vas-y pour une nouvelle vie. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer pendant ces voyages. Là, aujourd'hui, on est 2 ans après ce premier voyage. Je pense que j'avais pas mal d'illusions et que j'y suis partie. Je suis partie la fleur au fusil, tout simplement. Mais encore une fois, c'était nécessaire. Et puis, si on savait ce qui allait se passer dans le futur, on vivrait les choses vraiment différemment. Donc, je suis partie la fleur au fusil au Japon, puis d'autres pays. On a enchaîné une fois seule, une fois avec les enfants en garde alternée. Le Japon, le Maroc, la Sicile, la Roumanie, Bali. Il y a eu plein de voyages différents qui m'ont chacun apporté énormément, qui m'ont remué énormément. Je ne m'attendais pas à autant de choses émotionnelles qui remontent, à autant d'émotions. Je pensais que là, pour moi, c'était la nouvelle vie et que c'est bon, j'allais laisser tout derrière. En fait, c'était tout un parcours de guérison auquel je ne m'étais pas du tout attendue. C'était un parcours où je ne pouvais pas créer encore cette vie dont je rêvais de digital nomade parce qu'il fallait d'abord penser un petit peu, penser P-A-N-S-E-R et pas penser P-E-N-S-E-R, les plaies qui étaient là et que je n'avais pas reconnues jusqu'à présent. Donc en fait, ce voyage, le fait de partir loin, d'avoir cette possibilité de me réinventer, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur tout ce qui s'était passé avant et de venir penser les plaies. Il y a beaucoup de choses qui sont nées de cette aventure, de belles choses qui sont nées de cette aventure, dont un livre qui m'a permis aussi de me reconnecter non seulement à moi, mais de pouvoir transmettre à mes enfants tout un passé et là d'où ils viennent. Au-delà de ce livre, ça m'a permis aussi de me réconcilier avec mon ex-partenaire, ça m'a permis d'ouvrir des dialogues avec ma famille. Donc il y a eu vraiment un parcours, un très beau parcours sur ces 2 années-là, que je ne peux que reconnaître. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, quand je vous parle, je n'ai pas créé la vie que je souhaitais, qu'il y a eu des hauts, des bas, mais que j'en suis clairement pas là où je pensais être. Je suis rentrée en France et là, ça fait, je pense, à peu près 6 mois, oui, 6 mois que je suis là. Avec une interrogation, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de se ranger, de partir sur la vie de monsieur, madame, tout le monde, de se poser un petit peu, de créer une forme de stabilité. Et puis là, encore une fois, une opportunité qui se présente, une discussion, un échange, et la possibilité de repartir, et de repartir en Australie. Seulement, comme vous en doutez, l'Australie, c'est loin,
c'est loin, je ne vais pas m'amuser à faire des allers-retours régulièrement pour les enfants. Donc, ce qui s'est décidé, c'est de faire 6 mois de garde. Ça sera clairement la garde la plus longue qu'on ait fait. Jusque-là, le maximum a été 3 mois où les enfants étaient avec moi et 2 mois où où je n'ai pas vu les enfants. Donc là, 6 mois, c'est un nouveau challenge qui se présente, mais avec une vision assez différente, une vision déjà plus réelle de ce que peut être la vie à l'étranger, de ce qu'on peut créer, et aussi avec un objectif assez précis. Là, je ne suis pas dans le monde des bisounours et du digital nomade. L'objectif, c'est de travailler sur place, d'avoir une immersion totale dans le pays, de bosser pendant 6 mois, de pouvoir générer du cash pour pouvoir payer aussi les billets d'avion pour toute la famille pour les 6 mois suivants. Donc, il y a un projet qui est un peu plus construit que sur les voyages précédents, tout simplement. Voilà, donc là, voilà tout ce qui m'a amené à partir aujourd'hui en Australie. Toutes les décisions qui ont fait que ça y est, c'est un nouveau départ. Un départ que je prends un peu plus avec des pincettes. Moins avec la fleur, la fleur au fusil. Je pense que cette expression, elle est quand même bien. Là, j'étais partie finger in the nose, ou voilà, on peut donner plein d'expressions. Là, il y a plus de conscience, il y a aussi du coup un petit peu plus d'appréhension sur ce qui va se passer, et en même temps, c'est mettre carte sur table. Moi, je suis d'avis, depuis que j'ai commencé à me réinventer et à vraiment poser qui je suis, c'est vraiment d'avoir ce mantra, pas de regret. Pas de regret, parce que là, s'il y a une chance que la vie dont je rêve, elle se réalise, eh bien, je vais la saisir. Qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas? Dans le pire des cas, je rentre et je trouve un boulot. Point barre, en fait. Et de visualiser justement ce qui se passe dans le pire des possibilités, ça fait relativiser, de dire ok, on peut y aller. Par contre, si je fais rien, je suis tout de suite dans le pire des cas. Donc j'ai même pas la chance, la possibilité de créer quelque chose d'autre. Donc voilà, ça c'est le mood de pourquoi je pars en Australie. Je pars avec un challenge. Dans 6 mois, peut-être qu'on se reverra sur ce podcast et je vous dirai ce qu'il en est. Si ça se trouve, ça sera passé complètement différemment. Est-ce que j'aurais réussi? Est-ce que j'aurais pas réussi? Est-ce qu'il y aura des orientations différentes? Ça, on le verra. J'ai envie de dire début 2027. Donc voilà pour tout ce que j'ai vécu. Et ça me fait faire le lien avec du coup ce que j'ai appris. Moi, j'ai grandi dans une famille où il fallait pas se planter, où il n'y avait pas le droit à l'erreur, il fallait être parfaite. Donc je me suis toujours appliquée à être parfaite dans les premiers de la classe, à répondre, à être bonne élève, à sourire tout le temps. Voilà, il fallait ce côté perfection, il fallait donner l'image. L'image était hyper importante. Et le moment où j'ai quitté l'entreprise familiale, parce que voilà, même dans les choix de l'entreprise, quand on devait faire des choix, il fallait pas se planter. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est impossible de jamais se planter. Vous avez bien vu que quand vous avez appris à marcher, ou quand vous apprenez à vos enfants à marcher, ils tombent un nombre incalculable de fois, et c'est cet apprentissage de tomber parce qu'ils ont mis le pied pas dans le bon angle, qu'ils n'ont pas passé au bon endroit, etc., qui fait qu'ils apprennent à marcher. Et c'est valable dans beaucoup de domaines. Donc en fait, ce que j'ai appris de ces expériences, c'est que même si je ne suis pas arrivée au but que je m'étais fixé, ou pas toujours, il y a certains que j'ai atteints, c'est que j'avais le droit de me planter. Et en fait, j'avais même envie de me planter. À certains moments, je me suis dit, mais en fait, là, si je me plante, ça sera que de mon fait, par ma décision, et j'aurais appris quelque chose. Et ça, on me l'a enlevé pendant 30 années de ma vie. On ne m'a pas laissé le choix d'être parfaite. Alors, je ne remets pas la faute entièrement sur l'autre. Voilà,
est adulte, il y a aussi chacun sa responsabilité, mais je ne pouvais pas fonctionner autrement. Et là, en fait, le fait de quitter et de prendre ma vie en main, je me suis autorisée à me planter. Alors ça pique, ça fait mal parfois, mais j'apprends de mes erreurs aussi. Il y a certaines erreurs qui coûtent plus que d'autres. Mais se planter, finalement, si vous regardez le mot, quand on plante quelque chose, on crée des racines. On crée des racines de plus en plus profondes. Donc finalement, se planter, si on regarde l'analogie avec une plante, une herbe, un arbre qui se plante, et petit à petit, à force de se planter, il va créer des racines. Donc je pense que se planter, ce n'est pas grave, et je pense même plus, je pense que se planter, c'est un devoir que l'on a si l'on souhaite évoluer. Si on souhaite que notre vie reste plate au point zéro et qu'il n'y ait jamais aucune vague, à ce moment-là, ne vous plantez pas, vivez de manière linéaire, mais quelle est la saveur d'une vie linéaire? Ça, je ne suis pas convaincue que ça soit la meilleure. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose que j'avais envie de partager, c'est plantez-vous, autorisez-vous à vous planter, c'est ce qui va vous permettre de vous relever et d'atteindre vos objectifs et d'aller de plus en plus haut. Les points suivants que j'avais envie de partager, c'est les leviers de transformation. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à transformer une épreuve, qu'on arrive à transformer une façon d'être, qu'on arrive à nous changer d'état d'esprit? Pour moi, il y a 2 gros leviers qui sont là. Ça va être la solitude et l'environnement. Donc 2 leviers qui sont vraiment à l'opposé. Je vais les expliquer. La solitude, c'est pas forcément être toujours seul, mais je pense qu'il y a un moment d'introspection qui va être nécessaire. Et finalement, c'est ce que j'ai vécu dans les voyages et qui m'a permis aussi d'avancer. Ce côté où, quand on est seul face à soi-même, face à ses émotions, et ça peut déclencher des tempêtes émotionnelles intérieures. Donc quand on a ça, ça permet de voir comment on réagit, de voir quel est notre état d'esprit face à nous-mêmes et face au monde. Et donc il faut avoir à ce moment-là aussi la sagesse de pouvoir observer, de pouvoir prendre un petit peu de hauteur là-dessus. Je dirais pas être objectif parce qu'on n'est jamais vraiment objectif. C'est un mot qui pour moi n'a pas de sens. On ne peut pas avoir un point de vue complètement objectif sur le monde. On a toujours une visière par rapport à nous, notre perception des choses, mais on peut quand même prendre un peu de recul. Et quand on est dans cette tempête, dans ce cyclone émotionnel, même pour certains, quand on est seul, on va vraiment aller toucher le cœur de qui on est. On va aller toucher pas mal de choses intérieures qu'on ne s'est pas autorisé à laisser remonter pendant longtemps dans l'environnement dans lequel on était ou quand on était avec du monde. Donc ces temps d'introspection, ils sont pour moi nécessaires pour aller chercher dans ses tripes. Et ça, c'est un point vraiment, tant que vous n'avez pas vu ce que vous avez dans vos tripes, vous ne pouvez pas avancer et savoir entièrement de quoi vous êtes capable. Et cette solitude, j'ai envie de dire, on peut la vivre, mais sans être complètement seul. Et je vais vous donner un exemple. C'est que moi, j'étais seule partout où j'étais, en tout cas les moments où je n'étais pas avec les enfants, mais même avoir les enfants, c'est encore différent que d'avoir un adulte à côté de soi. Mais par contre, pendant tous les premiers mois, je pense les 6-7 premiers mois de voyage, je faisais encore partie de All In. Donc je faisais partie d'un groupe d'entrepreneurs. Donc on parlait entrepreneuriat forcément, mais on partageait aussi nos moments de vie. Il y a des affinités qui se sont créées, il y a des rencontres qui se sont faites. Et du coup, j'avais aussi ces points réguliers avec des personnes qui étaient dans les mêmes vibrations que moi, qui étaient dans la même vibe, si on peut dire, qui avaient des objectifs similaires, peut-être pas, parce qu'on a tous nos propres objectifs, mais on va dire cette envie de développer et de passer au-delà de pas mal de choses, on va dire d'aller au-delà de la moyenne.
Et dans tous ces moments de solitude que j'avais, parce que sur une semaine, on était ensemble 4 heures dans la semaine, 4 fois 1 heure. Donc ça, c'était des points de repère. Ça me permettait de discuter avec des gens qui avaient une fréquence assez élevée pour que moi, même dans mes états difficiles, mes états d'introspection, j'avais un point de repère et j'avais des gens qui me permettaient de maintenir cette fréquence que j'avais et cette envie d'avancer. Et donc ça me fait basculer sur la solitude et l'environnement. Donc l'environnement, il y a plusieurs manières donc d'avoir son environnement, mais déjà on va dire les gens que vous fréquentez. Si vous avez des objectifs à atteindre, fréquentez des gens qui ont des objectifs similaires, qui ont une envie similaire. Pour donner un exemple très basique, pour avoir une image en tête, si vous souhaitez perdre du poids, allez avec des personnes qui ont déjà perdu du poids ou qui sont en train de faire les efforts pour perdre du poids. Pas ceux qui sont en train de manger McDo tous les jours et de boire 1,5 litre de Coca. Ça va clairement pas vous aider. Et je pense que c'est une image qui peut être assez parlante. Si vous voulez progresser dans un sport, entourez-vous de personnes qui ont déjà un certain niveau ou qui s'entraînent tous les jours, qui ont une capacité d'entraînement. Soyez avec des gens qui vibrent au même niveau que vous. Et ça, c'est un non négociable. Sinon, ça va être toujours un frein et ça va être une friction permanente et ça va vous bouffer de l'énergie, tout simplement. Une énergie de dingue que d'être avec des gens qui ne correspondent pas du tout à qui vous êtes, à ce que vous êtes et à ce que vous voulez devenir. Donc, après, si vous êtes OK de laisser un peu de votre énergie de côté, pourquoi pas, mais ça ne va pas vous servir dans vos objectifs. Donc ça, c'est pour les gens, l'environnement, les gens qui composent votre environnement. Mais même avant ça, il y a l'environnement extérieur à vous, dans quel environnement vous vivez. Juste avant de partir au Japon, entre le temps où je suis devenue, où on s'est séparés, donc j'étais seule dans l'appartement, et le moment où je suis partie, j'ai modifié totalement mon environnement de l'appartement. Donc j'ai créé un endroit où c'était facile pour moi de travailler. J'ai créé un endroit où c'était facile pour moi de m'entraîner. Le sport et le mouvement sont des éléments qui sont clés dans la santé d'une personne et qui me tiennent beaucoup à cœur. Et même si ça me tient à cœur, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quand on a une journée qui avance, il peut y avoir des frictions. Peut-être que ça ne va pas être la priorité et que s'il faut faire des efforts pour dégager un espace, pour pouvoir s'entraîner, s'il faut ressortir, faire une demi-heure de route pour aller s'entraîner dans une salle, ça va être beaucoup plus facile d'abandonner. Ou de laisser passer 1 fois, 2 fois. Et puis quand on a laissé passer 2 fois, 3 fois, on dit « Oh non, mais je ne tiens pas ». Mais oui, mais c'est difficile. Tu as fait en sorte que les choses soient difficiles. Donc avec la meilleure volonté du monde, au bout d'un moment, on ne peut pas être que dans la difficulté. Donc facilitez-vous les choses. Et ça fait partie de l'environnement. Moi, j'ai créé un environnement où je me levais le matin. Sur mon passage, j'avais mis des tatamis de sol avec des kettlebells, une barre de traction, des élastiques. Alors, je ne faisais pas tout de suite un gros entraînement, mais je faisais 15 minutes de mouvement tous les matins. Et même si en se levant, j'avais un peu la tête, comme quand on se lève, pas trop envie, je passais sur les tatamis, je dis « Oh bah oui, de toute façon, je suis là, je vais le faire ». Donc et puis il y avait des jours où c'était facile et d'autres moins, mais comme j'étais dessus, je dis tant qu'à faire, voilà, un peu de suspension pour me libérer la tension dans les épaules, même le soir avant de se coucher. L'environnement dans lequel vous vous mettez, il va vraiment diminuer la friction. Et quand on est en pleine transformation, que ce soit au niveau physique, mental, création d'objectifs, on a besoin de diminuer les frictions du quotidien. Donc pour vous faciliter vos prises de décision et faciliter les démarches que vous mettez en place, créez cet environnement qui va vous faciliter tout ce que vous voulez pour votre vie et pour vos habitudes quotidiennes.
il y avait un troisième point que je voulais partager sur ce que j'ai appris pendant cette période-là, c'est le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, il est très important et notamment vraiment de poser des mots sur nos pensées. Souvent, on a plein de choses qui nous passent par la tête. Les pensées, c'est quelque chose qui sont là en permanence, qui vont, qui viennent, on pense beaucoup. Surtout qu'on est dans un monde où on favorise ce côté intellectuel. Mais du coup, ça tourne et ça nous prend la tête à un moment donné. Donc, poser ces mots, il y a deux façons de le faire, il y a l'écrit et il y a la parole. Moi, je serais plutôt adepte de commencer par l'écrit. Alors, je suis quelqu'un qui a commencé une quantité incroyable de journaux, journal intime, etc., plus jeune, même à l'adolescence, où c'était noté pendant 3 jours avec abandon derrière, parce que j'y arrivais pas. Et c'est vrai qu'en commençant à voyager, quand j'ai décidé de partir, j'ai décidé d'écrire régulièrement. Et c'est quelque chose qui m'a tenue parce que ça m'a fait énormément de bien. Alors, j'écris peut-être plus aussi souvent qu'avant, mais de poser des mots sur les émotions que je vivais, ça a été incroyable. Déjà parce que ça vous libère une partie de l'esprit. Quand vous avez une pensée, même si elle est ridicule, quand c'est pour vous, vous l'écrivez, pour vous, ça ne va pas être lu, ça va être juste pour se libérer une partie de la tête, tout simplement. Ça, c'est énorme. Donc, et ça permet de structurer aussi sa pensée. Parce que souvent, il y a des idées qui tournent, qui sont là, qui sont présentes, mais elles ne sont pas structurées. Et quand on va devoir écrire quelque chose sur du papier, on va devoir faire une phrase. Une phrase qui commence par une majuscule, qui finit par un point et qui a du sens. Je pense qu'on l'a tous entendu de nombreuses fois. Mais en tout cas, il va falloir construire une phrase. Et donc, pour construire une phrase, il va falloir, et poser cette pensée dans la phrase, il va falloir construire sa pensée. Et du coup, ça va éliminer pas mal de petites fioritures qu'il y a tout autour de ces pensées et qui tournent en boucle sans vraiment pouvoir mettre des mots dessus. On va se concentrer et on va mettre ça en forme et ça va nous libérer une partie de notre esprit. Ça va permettre de voir, de mettre en forme tout ce à quoi on pense et c'est un gain énorme dans notre tranquillité d'esprit. Tout simplement, la tranquillité d'esprit, ça c'est un truc, il y en a besoin. Il y en a besoin et puis ça permet aussi de relativiser. Quand on voit les choses écrites sur le papier, qu'elles sont plus dans notre tête et qu'on regarde le papier, que c'est écrit là et on se dit « Ah oui, ok. Bon, en fait, c'est idiot comme pensée. Bon, du coup, je peux laisser tomber, ça va pas marcher. » Ou au contraire, « Ah ouais, mais ça, c'est du feu de Dieu. Ça, c'est génial, ça, je le garde. » Et donc, ça permet, une fois qu'on voit écrit, ça permet d'organiser la suite. Donc, il y a plein de façons de voir les choses, mais en tout cas, l'écriture est un outil assez incroyable pour moi. Dans un deuxième temps, il y a la parole. Mais pour moi, la parole, elle vient vraiment quand même après l'écriture, parce que pour pouvoir parler, pareil, si on parle sans avoir structuré, on peut envoyer à l'autre des images qui ne sont pas claires, et on peut envoyer un discours qui va être plus ou moins bien pris. Donc si on a pris le temps de structurer un petit peu sa pensée, d'écrire, de se connaître, de savoir ce temps d'introspection, la parole, quand elle va sortir, elle va être beaucoup plus fluide. Et ça va être quand même mieux pour pouvoir communiquer tout simplement. Donc, l'écriture, la parole. Ça, des points vraiment importants. Je pense que l'écriture, j'y reviendrai sur un podcast aussi parce que là, je vous parle d'une sorte d'écriture. Après, il y a plein d'autres manières d'écrire. On peut faire le journal intime, on peut correspondre avec quelqu'un, on peut écrire son histoire, on peut écrire un scénario, on peut inventer des histoires qui permettent de mettre en mots nos idées. Il y a plein de façons d'écrire qui sont faites soit pour soi, soit pour l'autre. Et ça pourrait développer carrément dans un autre sujet. Mais là, ça va durer trop longtemps si j'en parle ici. Donc, on va laisser. Là, je vous donne déjà un truc que j'ai appris. C'est vraiment à me poser sur l'écriture, à ne pas me juger sur mon orthographe quand j'écris. Parce que quand j'écris pour moi sur mon cahier, j'ai essayé de me relire. Des fois, je me dis « Ouh là 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 là, mon orthographe ». Mais en fait, on s'en fout.
c'est pas le problème. Là, l'idée, c'est de poser les mots. Quand on écrit pour quelqu'un d'autre pour être lu, oui, effectivement, on va retravailler, on va être plus attentif à l'orthographe. Mais quand c'est pour soi, on n'est pas là pour faire quelque chose de parfait. On est là pour pouvoir avancer dans notre vie. Donc, pour moi, l'écriture est vraiment un outil de guérison. Là, je vais en parler par rapport à tout ce que je vous ai dit. Vraiment, ce côté introspection, guérison. Et elle va en parallèle avec le temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. On a beau faire des thérapies, on a beau aller voir un tel, et se dire non, c'est bon, j'ai réglé le problème. Il y a un truc qui est non compact, c'est le temps. Alors même si je fais partie des gens qui pensent que le temps n'est pas linéaire, et pareil, un sujet qui peut être développé, le temps, il va être nécessaire pour pouvoir avancer dans sa vie. Après, suivant les compréhensions qu'on a, il peut être extensible ou pas. Mais il va falloir se laisser aussi des phases de haut, de bas, d'avancée. Et ce temps qu'il faut s'accorder, c'est important qu'il ne soit pas passif. Parce que souvent, on se dit, oui, mais laisse du temps au temps, tu prends ton temps, etc. Oui. Mais le temps, si on s'assoit dans un fauteuil et qu'on attend plusieurs jours ou qu'on attend dans une maison, ça ne va pas nous guérir, ça ne va pas faire avancer si on ne fait rien. Le temps, il doit être actif. Vous devez mettre des choses en place, vous devez bouger, vous devez créer des projets. Et en fait, c'est en étant actif dans la temporalité que vous allez pouvoir guérir, avancer dans votre vie, passer à autre chose, même dans votre manière d'être, dans votre manière de penser. Donc si je résume, finalement, dans tout ce que j'ai appris, je vous ai donné plusieurs leviers qui pour moi ont été très intéressants. Donc c'est le droit de se planter et le devoir de se planter. La solitude, l'environnement, des facteurs qui sont indispensables pour pouvoir avancer et pour pouvoir avancer sans traîner trop de casseroles avec soi. Et toujours dans le fait d'avancer en se libérant petit à petit de ces casseroles, il y a un outil qui est très important, l'écriture, et d'accepter que le temps joue avec nous. Voilà ce que je voulais vous partager déjà, donc sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai appris. Et la dernière chose que je voulais laisser, c'est ce que vous pouvez faire. Je vais vraiment, sur tous ces épisodes de podcast que je vais partager, il y aura toujours quelque chose que je vais vous laisser, que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Parce que l'idée, effectivement, c'est de me baser sur ce que moi j'ai vécu, sur ce que moi j'ai appris à travers mes différents parcours, mes formations et mon histoire de vie. Mais parler de soi juste pour parler de soi, je ne vois pas d'intérêt. Par contre, on peut utiliser l'expérience de quelqu'un pour pouvoir avancer dans sa propre vie. Moi, c'est ce qui m'a énormément aidée, c'est de suivre des personnes qui ont vécu des choses. Et ça m'a fait des déclics qui m'ont fait avancer. Donc, c'est ce que je souhaite partager à mon tour ici. Donc, je vous laisse aujourd'hui avec un petit exercice. J'ai envie de vous demander de quoi vous avez peur. Et alors, dans cet exercice, je vais vous inviter à travailler et avec votre imagination et à écrire, vraiment. On a tous peur à un moment donné de quelque chose et souvent on a des décisions à prendre. À n'importe quel moment de votre vie, peut-être que là, la décision, c'est d'aller demander à quelqu'un de vivre avec vous, ou au contraire, ça va être de se séparer, ça va être de partir, ça va être de prendre tel job, ça va être de quitter tel job. Il y avait une décision que vous devez prendre en ce moment. Ça fait partie de la vie. On doit en permanence faire des choix. Et un choix a toujours ses conséquences. Et souvent, c'est la peur des conséquences qui nous fait retarder au maximum la décision, mais plus on retarde, plus on se met dans des états pas possibles. Et puis on finit avec notre vie avec des regrets. Et ça, il n'y a rien de pire, je pense, que de finir notre vie avec des « et si j'avais osé ». Donc je vous invite
à penser à qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quel est le pas que vous n'osez pas faire? Prenez ce temps-là de l'écrire, mettez la vidéo en pause, prenez le temps d'y réfléchir. Et quand vous avez cette situation en tête, cette décision à prendre, ou pas, mais en tout cas ce choix à poser, je vous invite à vous projeter dans le meilleur des scénarios. Vous prenez cette décision. Dans le meilleur des scénarios, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Donc, pour un job, vous dites ok, je prends ce job et en fait c'est vraiment, vous avez un environnement de dingue, vous avez le salaire qui vous convient, vous avez les horaires qui collent avec votre vie, avec vos besoins, vous allez pouvoir évoluer peut-être aussi, vous avez l'évolution que vous souhaiteriez avoir et que vous n'aviez pas dans l'ancien job, ça peut être ça. C'est peut-être une formation que vous voulez prendre, une formation qui a un certain coût, voilà, qui demande vraiment un gros investissement. Donc, mais en même temps, cette formation, elle va vous permettre d'acquérir une compétence, de faire un métier et qui va vous permettre d'avoir du temps pour vous, d'acquérir une liberté géographique, d'avoir une liberté géographique, temporelle, de passer du temps avec vos enfants. Et voilà, vous allez faire cette formation et ça va marcher. Et du coup, vous allez pouvoir travailler de 8h à midi et puis l'après-midi, vous occuper de jouer, de mettre des choses en place. Vous pouvez partir peut-être un peu plus en voyage, vous avez bien gagné votre vie. Le métier que vous faites a du sens. Je fais partie des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire quelque chose qui n'a pas de sens, ou en tout cas c'est limité. Voilà, donc imaginez le meilleur des scénarios si vous prenez cette décision. Et le meilleur des scénarios, c'est vraiment vous vous projetez dedans. Vous vivez la situation. Vivez-la comme si c'était maintenant. Les émotions que vous ressentez, à pouvoir chercher votre enfant à l'école, à pouvoir réserver ce billet d'avion-là sans vous dire ok, j'ai pas demandé à mon patron, de vivre avec cette personne. Vous osiez pas, mais en fait, ça se passe super bien avec cette personne-là et vous êtes heureux comme tout. Vraiment, vivez ce meilleur scénario avec le maximum de détails possible et toutes les émotions que vous allez pouvoir avoir à ce moment-là. Maintenant que vous avez votre meilleur scénario, n'hésitez pas à le noter, à écrire ce que vous ressentez. Quand vous avez posé ce scénario-là, vous l'avez écrit, que vous l'avez ressenti, je vais vous inviter à vivre maintenant à l'inverse, le pire des scénarios. Vous prenez la même décision. La décision ne change pas, mais ça ne se passe absolument pas dans le meilleur des cas. Voilà, la formation que vous avez faite, elle ne vous fait pas changer de vie. Au contraire, vous avez mis une somme incroyable dans cette formation, mais il n'y a rien qui change dans votre vie. Du coup, vous n'avez plus de réserve, mais du coup, allez pousser vraiment le scénario dans le pire des cas. Du coup, il va falloir retrouver un emploi parce qu'en fait, vous aviez quitté votre emploi. La décision d'habiter ensemble, c'était catastrophique parce qu'en fait, vous ne vous entendez pas du tout. Allez chercher le scénario le pire que vous pouvez imaginer. Le fond du fond. Et qu'est-ce qui va se passer dans le fond du fond? Vous allez donc, dans le pire des cas, donc ça se passe très 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 mal avec la personne avec qui vous avez décidé d'habiter. Du coup, vous vous séparez et vous recommencez la vie tout seul. Est-ce que c'est si terrible que ça? Dans le cas d'une formation qui n'a pas marché,
Bon, ok, ça n'a pas marché, là ça devient trop compliqué financièrement, vous n'avez pas de quoi vivre, et puis vous n'avez pas votre liberté temporelle, géographique, ben vous allez chercher un emploi. Voilà, parce qu'il faut trouver une solution à un moment donné, on reste pas. Donc vous allez reprendre un boulot qui ne vous paie pas particulièrement, mais vous allez reprendre un boulot. Donc vous allez pouvoir remettre de l'argent de côté à un moment donné et puis refaire peut-être d'autres essais ou recréer une vie. Tout comme la personne qui est nouveau célibataire, elle va pouvoir peut-être rencontrer d'autres personnes, pas forcément tout de suite, mais voilà. Donc ça, c'est votre pire scénario. Et qu'est-ce qui se passe au bout du pire scénario? Quel est ce côté-là? Qu'est-ce qui peut se faire? Donc pareil, je vous invite à noter toutes les sensations, toutes les énergies que vous ressentez quand vous allez vivre ça. À réaliser également que dans le pire des scénarios, peut-être que finalement vous retournez tout simplement au point de départ. Et je vais vous reprendre moi mon exemple. Je pars en Australie, j'ai pris un pari, c'est qu'en 6 mois, il faut que je gagne assez d'argent pour amener mes enfants là-bas, pour pouvoir faire 6 mois avec eux. Ça, c'est le meilleur des scénarios. Et là, on fait un road trip. Il faudra qu'on fasse une pause, on va faire un mois en Asie, et puis on revient en Australie par rapport à leur visa. On va passer un temps dans une ferme de kangourous. J'ai mon meilleur scénario, il est top. Le pire scénario, c'est qu'en 6 mois, j'ai clairement pas gagné assez d'argent. Donc le rêve, il s'arrête. Le rêve, il s'arrête. Il va falloir que je rentre la queue entre les jambes. Et le retour, il va falloir que je trouve un job. Et pour moi, mon pire scénario, ça va être ça. Et ça me ferait vraiment... Ça m'enquiquinerait vraiment, pour rester très poli. De devoir retourner dans un job. Et est-ce que c'est si terrible que ça? Je me dis, au moins j'aurais essayé. Parce que la troisième chose que je vais vous demander, c'est maintenant si vous ne faites rien, si vous ne prenez pas cette décision, qu'est-ce qui se passe? Vous en restez là où vous êtes. Il n'y a rien qui va changer. Peut-être même que ça va se dégrader. Et vous allez être dans des regrets. Vous êtes juste dans les regrets de ne pas avoir essayé. Et dans certains cas, suivant certaines décisions, peut-être que si vous n'avez pas pris la possibilité de changer de formation, de prendre une formation et du coup de changer votre vie, le boulot où vous êtes, si ça se trouve, dans 2 mois, ça ne va pas et ils vont vous licencier. Et du coup, là, vous n'aurez même plus la possibilité de faire une formation pour X, Y raison. Si vous ne prenez pas de décision, vous laissez à tout ce qu'il y a autour la possibilité de prendre les décisions à votre place. Et vous n'êtes plus du tout maître de ce que vous souhaitez faire dans votre vie. L'idée de ces 3 scénarios-là, donc la dernière partie, c'est je ne fais rien. Il n'y a aucune action et donc je subis. L'idée de vous partager tout ça, c'est de dire prenez des décisions. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Au pire, vous vous plantez et vous aurez une manière de rebondir qui sera peut-être pas celle que vous aviez prévue, mais ça va vous donner aussi des forces pour pouvoir aller de l'avant et vous découvrir d'autres capacités et voir qu'il y avait peut-être un scénario derrière qui sera encore plus intéressant que le premier auquel vous avez pensé. Donc, prenez des décisions, osez vous lancer, n'ayez pas de regrets. Et quand vous avez une décision qui vous fait peur, faites ce petit exercice. La meilleure situation, la pire des situations, et je ne fais rien. Et la plupart du temps, prenez cette décision qui vous fait peur. Ça vous apportera forcément quelque chose. Voilà, donc merci d'avoir été là sur ce premier épisode de podcast. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit mot, à me dire si vous souhaitez continuer, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous recevrez les prochains sujets de podcast, les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous dis à très vite.